Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Bienvenue à vous, chers auditeurs et chers spectateurs, pour cette édition estivale de notre émission « Pourquoi tant de haine ?». Paul Verbeek à l'antenne de RFM. Alors, émission que nous enregistrons lors du Festival de la Réconciliation, dans la ferme de Herre, sur la colline qu'on peut dire aujourd'hui inspirée par un beau plateau. Un plateau devant lequel je me suis demandé si on ne pouvait pas l'appeler le $1 Million Trio, en référence au trio piano-violon-violoncelle qui s'est illustré au siècle dernier, pour ceux qui aiment la musique classique, Rubinstein, Heifetz et Piatigorsky. Mais là, c'est l'addition des condamnations que vous ont valu votre insoumission et votre courage face au diktat de l'oligarchie. Nous avons donc la joie de recevoir, par ordre alphabétique et sans ordre de préséance, Yvan Benedetti. Salut à vous, merci de l'invitation. Président envers et contre tout de l'œuvre française, dirigeant de Jeunes Nations, du mouvement Les Nationalistes. Jérôme Bourbon. Bonsoir à tous. Directeur de la rédaction de Rivarol, figure du journalisme français, dernier bastion du journalisme d'opposition nationale, on peut dire. Et enfin, Vincent Renoir. Bonjour, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Alors justement, devant un tel plateau, il est obligatoire d'évoquer votre actualité judiciaire à chacun. Commençons peut-être par vous, Jérôme. Si vous voulez. Eh bien, depuis 2 ans environ, depuis que nous avons perdu en mai 2022 l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse, la CPPAP, la situation s'est considérablement aggravée puisqu'aussi bien maintenant, cela conduit à triplement des tarifs postaux pour les abonnés, enfin pour les abonnements, à un décuplement du taux de TVA pour toutes les ventes, passant de 2,1 à 20%, ce qui est considérable pour une modeste entreprise comme la nôtre. Et puis, surtout, il y a une persécution en kiosque, c'est-à-dire que maintenant, les distributeurs et les vendeurs de journaux et de revues n'étant plus obligés de vendre Rivarol, finalement, on a vu l'agrément de la commission paritaire, toute une série d'officines font en sorte que on ne vende plus. Donc, on fait pression sur les grandes enseignes. Donc, ça a commencé avec Carrefour il y a 2 ans, puis Auchan, Cultura, Cora, Monoprix, etc. Et donc, on a quand même perdu un tiers des ventes hebdomadaires, ce qui est tout à fait considérable pour une modeste publication comme la nôtre. Et à cela s'ajoute évidemment une persécution judiciaire, puisque maintenant se multiplient les gardes à vue, dont j'ignorais l'existence il y a encore un an. Je suis venu ici même, dans ce magnifique endroit, et depuis j'ai quand même subi 2 gardes à vue, une de 24 heures, une de 48 heures, et j'en attends une autre au mois de septembre, parce que je viens de recevoir il y a quelques jours, par lettre recommandée à EKR, une nouvelle convocation à la BRDP. La BRDP, pour ceux qui ne connaissent pas, Alain Soral la connaît bien, c'est la brigade de répression de la délinquance contre la personne. 6, 36 rue des Bastions, Porte de Clichy, Paris 17e. J'en connais aujourd'hui tous les recoins, je dois dire. Et donc, oui, ça devient de plus en plus compliqué. Et on voit très bien qu'il y a une volonté de nous faire taire par l'asphyxie financière, par la persécution judiciaire, administrative, fiscale. Et ça peut jouer aussi sur l'espérance de vie et sur l'état de santé, parce que c'est quand même très lourd, tout ça. Donc après, bon, bah, évidemment, je compense comme je peux, par le coup de fourchette, par exemple. Bon, mais ça n'est pas toujours suffisant. Pour mesurer l'ampleur de la persécution, vous pouvez évoquer les motifs invoqués vous savez, c'est toujours, conformément à l'intitulé de cette émission, c'est toujours pour incitation à la haine. Hein. La haine est une invention extraordinaire qui leur permet d'éliminer, de disqualifier moralement, politiquement, judiciairement, tous les adversaires du système, quels qu'ils soient. Et cela fait quand même du monde, et ça va de plus en plus loin, puisque même maintenant, il y a un office qui s'occupe, je cite, des crimes de haine. C'est d'ailleurs cet office qui avait traqué notre ami Vincent Renoir jusqu'en Écosse, hein, avec en plus le soutien du contre-espionnage britannique. Et on voit très bien que maintenant, ce qu'ils appellent les crimes de haine, c'est tout ce qui va contre
je dirais, la religion arc-en-ciel, la religion cosmopolite, dite de l'homophobie, dite de la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, l'exonophobie, etc. C'est-à-dire toute position contre la submersion et l'invasion migratoire du vieux continent de notre pays, contre la défense de la morale naturelle et de la famille traditionnelle, la défense de la liberté en histoire, de la liberté de l'esprit, de la liberté d'expression, de l'attachement à nos traditions, à nos racines, à nos terroirs, voilà. Tout cela est de plus en plus criminalisé. Ce qui paraîtrait inouï encore quelques décennies, aujourd'hui c'est le cas. Et ça l'est même de plus en plus manifeste. Au point d'ailleurs qu'on peut se demander si la Bible a été écrite aujourd'hui, je pense qu'elle serait brûlée ou interdite compte tenu d'une série de considérations, notamment sur l'homosexualité, entre autres, ou même sur les Juifs. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, ils n'ont pas toujours, enfin en tout cas les dirigeants du peuple juif, le Sanhédrin, les pharisiens, donc on peut pas dire qu'ils aient l'image... Métoum. Voilà. Qu'on retrouve des dizaines de fois dans le Nouveau Testament. Petit cours de latin. À cause de la crainte des Juifs, jamais cette formule n'a été aussi vraie qu'aujourd'hui. Merci Jérôme. Vincent? Oui, alors moi mon actualité judiciaire est un peu plus simple. C'est que j'ai été extradé d'Écosse en vertu de 7 vidéos que j'avais postées pendant que j'étais en Grande-Bretagne, contre lesquelles ils ont porté plainte. Ces 7 vidéos seront réunies en une seule affaire et j'attends à l'heure actuelle mon procès. Mais en fait, je dirais même que j'attends la fin de l'instruction. Quand j'ai été extradé, je suis arrivé en France, j'ai été reçu, on m'a amené devant un juge, très aimable d'ailleurs, qui m'a mis sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête pour ces 7 vidéos, en me disant on va vous interroger. Et depuis, j'ai été convoqué qu'une seule fois pour un entretien qui a duré un quart d'heure, un entretien juste de formalité. Il n'y a rien d'autre. Voilà ce que j'attends. Alors parallèlement, sachant que pendant que j'étais en Angleterre, j'avais été condamné 3 fois en France à des peines. Naturellement, je n'étais pas en France, donc je ne les ai pas purgées. La France a entrepris une démarche pour que je purge ces peines. Parce que c'est juste une petite subtilité du droit international. Quand vous êtes extradé pour une raison, moi j'ai été extradé pour cette vidéo, on ne peut pas, une fois que vous arrivez sur le territoire qui a demandé votre extradition, dire oui mais vous avez déjà été condamné avant pour ça et ça, donc on va vous mettre en prison pour ça. L'État n'a pas le droit de le faire. Si par exemple je suis extradé pour fraude fiscale et que dans le pays j'ai été reconnu coupable de meurtre, quand j'arrive dans le pays, on ne peut pas dire « Ah oui, vous avez été extradé pour fraude fiscale, mais vous avez un meurtre là pour lequel vous avez été condamné à 20 ans, donc vous devez faire vos 20 ans. » Ça, non. Vous avez été extradé pour fraude fiscale, l'État ne peut vous demander les comptes que pour fraude fiscale. Il peut vous condamner pour fraude fiscale, vous faites votre prison pour fraude fiscale, et une fois que vous avez purgé votre peine de prison, l'État doit vous laisser 45 jours pour quitter le territoire. Et après 45 jours, ils pourront vous poursuivre pour le meurtre. Mais pas avant. Et bien moi, c'est un peu pareil. J'ai été condamné pour 3 vidéos révisionnistes. En tout, je dois avoir 15 mois de prison. J'ai pas été extradé pour ça. J'ai été extradé donc pour 7 autres vidéos. Donc la France est obligée de demander à l'Écosse qui m'a extradé si l'Écosse accepte que je purge mes 15 mois de prison ferme pour auxquels j'ai été condamné. Voilà, donc mon actualité judiciaire est relativement simple, sachant que j'ai recommencé, que je remets sur le net des vidéos ouvertement révisionnistes, peut-être certains et certaines ici les suivent. Bon, je m'attends à des nouvelles plaintes, mais ça m'est égal. Je veux dire, on en parlait avec Jérôme Bourbon en venant. Dans notre situation, nous ne sommes qu'en sursis. On gagne du temps, c'est tout. Vu la situation actuelle, des gens comme nous sommes des condamnés en sursis. Alors, condamnation plus ou moins forte. Moi, je ne suis pas condamné à des amendes parce que je suis insolvable, donc je ne les paye pas. Donc, chez moi, c'est 1 an de prison ferme à chaque fois. Voilà où ça en est, mais ça ne m'inquiète pas. Et les incriminations, les motifs? Alors, cette fois, il y a contestation de crimes contre l'humanité, contestation de crimes de guerre, puisque je vous rappelle que depuis 2017, la contestation du drame d'Oradour, de la version officielle du drame d'Oradour,
et passible des tribunaux. Et puis pour pouvoir m'extrader, parce que contestation de crimes de guerre et contestation de crimes contre l'humanité, c'était pas réprimé en Grande-Bretagne, ils ont trouvé 20 secondes d'une vidéo et là ils ont dit appel à la haine. Alors la vidéo n'appelle absolument pas à la haine, ceux qui me connaissent savent que moi j'appelle à la haine de personne, mais ils ont pris 20 secondes d'une vidéo en disant ah non là vous appelez à la haine. Donc j'ai eu une incrimination pour la première fois de ma vie d'incitation à la haine. Voilà les incriminations banales quoi. Merci Vincent Renoir. Yvan Benedetti. Oui, alors l'agenda, il est tellement rempli que je ne saurais vous dire quels sont les prochains rendez-vous. Je laisse ça à mon avocat, je laisse ça à des associations spécialisées qui nous aident dans la lutte contre la répression. Parce que c'est important de se dégager de tout ça quand on mène un combat politique, parce qu'il y a toujours un risque de déplacer le combat. Et je vais vous donner deux exemples, l'exemple du FLNC et l'exemple de la tradition. C'est-à-dire que le combat pour l'indépendance de la Corse, je ne me situe pas sur le fond, hein, sur les idées, mais sur la forme du combat, a généré des prisonniers politiques. Et ensuite, quand vous avez des prisonniers politiques, vous menez un combat pour le statut des prisonniers politiques et le rattachement avec les familles, parce que notamment en Corse, c'est compliqué quand le prisonnier est sur le continent, puisqu'il faut que les familles se déplacent, payent les trajets, louent des hôtels. Donc, il y a toujours le danger que le combat sur les prisonniers se substitue au fond du combat, c'est-à-dire l'indépendance de la Corse. Et sur la tradition, c'est un peu pareil, avec la nomination la célébration des évêques par Monseigneur Lefebvre. Il y a eu toute une période de combat de la tradition pour essayer de faire reconnaître ces évêques au détriment du combat sur le fond contre le Concile Vatican II. Donc je me garde bien de rentrer dans une disposition d'esprit où je serai celui qui a à faire face à cette répression. Je m'en dégage totalement. Quant à alors l'actualité immédiate, c'est que je suis condamné définitivement à 60 jours amende, à 100 € pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire vous payez les 6 000 balles ou vous faites vos 60 jours de prison. Je crois que maintenant le statut est tombé dans le domaine général, donc on peut aménager les peines. J'attends d'être convoqué par le juge d'application des peines parce que mon domicile est dans le Vaucluse. J'ai été condamné par la 17e chambre correctionnelle, d'appel de Paris. Il y a les vacances judiciaires, donc ça se réglera à la rentrée. Mais bon, d'ores et déjà, je pense, en tant que chef politique, quand je suis confronté à un problème, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui renforce le système, qu'est-ce qui affaiblit le système ? Et je pense que, on va voir, hein, je suis pas passé devant le juge d'application des peines, mais je pense que de toute façon, je ne payerai pas. Premièrement, je n'ai pas l'argent. Ensuite, je pense que justement, leur payer des amendes, eh bien, ça renforce le système, ça donne des moyens supplémentaires au système pour nous combattre. Et puis, je refuse que je pourrais faire appel, même si on ne peut pas lancer un appel pour récolter des fonds pour faire face aux amendes ou aux condamnations. Il y a toujours les moyens détournés, mais je ne voudrais pas que de l'argent des militants sert à renforcer ce système et à payer ces voyous qui nous harcèlent. Donc, je m'oriente plutôt vers la peine des 60 jours et l'aménagement, je verrai. J'ai été condamné aussi à 190 jours de prison ferme avec application directe de bracelet électronique. C'était par la chambre de Créteil. Alors c'était assez comique parce que j'étais avec mon avocat, les seuls blancs, avec notre costard, nos cravates, entourés de Mamadou et de Mohamed, poursuivis pour détention de drogue, trafic de drogue. En face, il y avait les policiers, il y avait des procès pour séquestration, viol, assassinat, meurtre. Enfin bon, c'était assez décalé tout cela. Et on a fait l'objet alors pour le coup, on peut appeler ça de la haine d'une cour qui était essentiellement féminine. Et je ne me prive pas de leur faire remarquer
dans un trait d'humour que nous aimerions que la parité s'applique en matière de justice comme elle doit s'appliquer selon la loi en politique et dans professionnellement. Mais je suis tombé sur une jeune juge. D'ailleurs, il n'y a pas dans les tribunaux, j'ai remarqué, il n'y a pas de diversité. Hein. C'est femme, blanche, haineuse, jeune ou pas. Là, c'était une jeune. Je croyais voir des couches culottes sous la robe, mais alors d'une méchanceté, d'une agressivité, tout ça parce que j'avais voulu déposer des fleurs sur la tombe de Pierre Sidos. Donc j'ai été condamné. 3 mois de prison ferme, 1 an d'interdiction de manifestation. Donc, si ça avait été appliqué, je ne pourrais pas être là. Et 2 ans d'interdiction de détention d'armes. Là encore, il faut que ça passe devant le juge d'application des peines. Nous sommes en vacances judiciaires. J'en profite. Nous verrons à la rentrée. Mais tout cela n'a pas, pour moi, trop d'importance parce que le combat que nous menons est un combat qui nous dépasse, qui est vraiment au service d'un idéal qui est supérieur. Donc, que vaudrait notre idéal si nous ne sommes pas prêts à souffrir un petit peu pour cela? Et puis, vous savez, on a beaucoup d'amis. C'est comme cela, d'ailleurs, qu'on peut continuer à mener le combat. Et je le vois aujourd'hui, c'est la première fois que je participe au Festival de la Réconciliation. Je vois l'accueil. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir tous ces militants engagés dans le combat et qui ont le respect pour ceux qui sont un peu des paratonnerres. C'est ce que nous sommes. Quand la foudre tombe, il faut le paratonnerre. On est taillé pour ça, on est relié à la terre et au ciel. Et ça permet de préserver ceux qui sont autour de nous. Voilà, donc modestement, c'est notre attitude dans le combat. Et puis j'ai un peu l'habitude parce que ça fait 40 ans que je mène le combat en première ligne. J'ai subi 3 agressions de Meyer Habib et ses copains en 88. Des antifas lors de l'acte 3 des Gilets jaunes et il y a 2 ans de mercenaires qui se disent encore des militants du royalisme, de l'action française, mais bon, c'est une action française qui est reniée, il y a une branche qui s'est détachée et qui est fidèle à la doctrine de Maurras et qui n'est pas au service de Zemmour, CNews, Netanyahou et consorts. On aura noté, au travers des décisions de justice dont vous avez fait l'objet, que fleurir la tombe d'une personne est un événement qu'il faut déclarer en préfecture, désormais. Il faut déclarer en préfecture, mais si vous le déclarez en préfecture, c'est interdit par le préfet Nunez et par le ministre de l'Intérieur, qui n'est plus de l'Intérieur, tout en restant toujours à l'intérieur, puisque Moussa Darmanin n'est plus ministre tout en étant toujours ministre. La seule différence, c'est qu'il a tombé la cravate, puisque vous savez que la cravate les éloigne du peuple, les coupe du peuple. Donc en enlevant la cravate, on recrée le lien entre les élites et le peuple. Yvan Benedetti, le premier qui a avoir inauguré ce geste entre guillemets symbolique, c'était, si vous vous souvenez, François Copé, dans un reportage dans les élections des années 2000, je crois que c'était la campagne Sarkozy, il avait emmené l'équipe de campagne donc des Sarkozystes, à l'époque ça s'appelait l'UMP, une merde de plus, ce qui est devenu les Républicains, et il avait retiré sa cravate en disant à un de ses acolytes, ah toi t'as gardé ta cravate, je pourrais dire ça aujourd'hui à Jérôme Bourbon, tu n'as vraiment rien compris, on est là pour s'amuser, etc. C'était vraiment les débuts d'une forme de dégringolade dans la tenue, quoi. C'était Kopovitch. Si tu te souviens, enfin, je sais pas si je peux tutoyer, parce que, bon, voilà, on s'est rencontrés hier, mais bon, entre camarades, tout de suite, les regards se sont croisés et se sont compris. Il y a la bande à Léotard aussi, je sais pas si tu te souviens, là, c'était pas la cravate, c'était la veste sur l'épaule, la cravate dans le vent. Et puis ensuite, on a eu le maire avec c'était en hiver, donc il ne faut pas ouvrir le col. C'était le col roulé, enfin, tout ça, ça fait. C'est des tartuffes, quoi. Hein. Vous disiez, vous étiez en sursis. Est-ce qu'on peut dire que la France est en sursis, elle aussi, et elle a été amusée pendant 3 mois là, de sidération électorale, post-électorale, Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez dresser un bilan des élections
Peut-être Jérôme, commençons par vous. Bien, je crois que c'était le titre de ma conférence tout à l'heure, l'illusion de l'électoralisme. Et en effet, on voit une nouvelle fois à quel point les élections ne servent à rien, ne débouchent rien de positif, si ce n'est finalement à consolider, à pérenniser ce système mortifère, puisque aussi bien on reprend les mêmes, on recommence quelque sorte, puisque la présidente de l'Assemblée nationale est toujours la même, la communautaire Yael Braun-Pivet, qui est une fanatique likoudnique d'ailleurs, qui blémit simplement au fait de voir le drapeau palestinien dans les travées de l'Assemblée. La présidente de la Commission européenne, puisqu'il y a eu des élections européennes il y a quelque temps, est toujours Ursula von der Leyen. Elle a été réélue brillamment, y compris par les Italiens de Meloni, ce qui d'ailleurs, là encore, montre les limites et les illusions des mouvements populistes, quand bien même ils accèdent aux responsabilités. Et on voit très bien que le Rassemblement national, qui avait été vainqueur des élections européennes, vainqueur du premier tour des législatives, a subi quand même un échec cuisant, il faut dire ce qui est en nombre de députés, pas forcément en nombre de voix, mais en nombre de... au second tour des élections majoritaires, ce qui montre qu'il n'y a pas encore une majorité de l'électorat en âge de voter, à même de voter pour un parti comme le Rassemblement national, qui a pourtant tout renié, qui n'a pourtant rien de fasciste, mais je dirais que la rhétorique antifasciste fonctionne encore sur le cerveau reptilien, en quelque sorte, des électeurs qui, dans leur majorité, même malgré le secret de l'urne, ne sont pas prêts à voter pour ce mouvement qui n'a jamais été aux responsabilités, malgré la situation dramatique que nous vivons. Voilà. Donc je crois que c'est quand même une leçon à tirer. Quand je vois des gens qui votent depuis des décennies à toutes les élections, à tous les tours de scrutin, qui sans cesse se disent cocus, trahis, et ils continuent, ils recommencent quand même, alors que je peux vous assurer que c'est une oxygène, une liberté de ne plus aller uriner. Voilà. Vincent Renoir, vous voulez ajouter quelque chose en termes de bilan de la période électorale Bien, pour moi, le bilan, c'est celui que je dresse depuis des années et que j'ai toujours résumé par ma formule qui commence à être connue maintenant. Tant que les supermarchés seront achalandés, les pompes à essence pleines et les portables en fonctionnement, aucune révolution nationale ne sera possible. Dans nos milieux, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, on a tendance à dire que notre situation est catastrophique. Il est évident que quand on voit le potentiel qu'a la France avec ce qu'il en est, on voit bien que ça ne fonctionne pas des masses. Mais tout de même, si on s'élève un peu et que l'on regarde les choses d'un peu plus loin, nous sommes quand même un pays qui a l'électricité 24 heures sur 24. Les supermarchés sont pleins, ils regorgent. Vous avez faim, vous pouvez manger, même si vous n'avez rien chez vous, vous sortez en bas de chez vous, si vous habitez en ville, vous allez trouver quelque chose. Vous voulez boire de l'alcool, vous voulez vous saouler, vous le pouvez. Vous voulez voyager, partir en vacances, vous le pourrez, que ce soit des transports en commun ou votre voiture. Regardez les week-ends de chassés-croisés et des vacances. Regardez les gens, regardez avec les Jeux Olympiques, tous ces gens qui sont là, qui sont heureux. Donc, nous sommes dans une société, les routes sont en bon état, vous pouvez encore aller à l'hôpital, vous avez encore des médecins. Il suffit d'aller voir dans des pays comme le Kazakhstan, par exemple, pour comprendre que notre société est, je dirais, même si ça fait hurler certaines personnes, mais pour la majorité, notre société est encore très bien, voire merveilleuse. J'ai Netflix et j'ai de plus en plus de réalité augmentée, virtuelle. Et quand vous pensez que la vie, c'est ici et maintenant, qu'il n'y a rien après, que vous êtes seulement un agrégat de cellules, qu'on vous donne 70, 80, 90 ans, et qu'après ça va être terminé pour l'éternité, que vous allez replonger dans le néant, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Vous avez envie de jouir de la vie. Et cette société, elle vous permet de le faire. Elle vous permet. Regardez maintenant avec Apple, leurs nouvelles choses, vous mettez des lunettes, vous êtes dans un autre monde. Et pour la plupart des gens, ça suffit. Ça suffit. Et voilà pourquoi ces gens revotent. Dans nos milieux, on dit, mais on ne comprend pas, ils sont toujours cocus. Oui, ils se plaignent, mais ils se plaignent comme des enfants gâtés, parce qu'ils n'en ont pas assez, ça devrait marcher mieux. On est dans un club med, mais on n'est pas encore assez dans un club med. On paye trop, on a du mal, on n'a pas assez de jetons pour terminer notre journée, pour pas encore boire un nouveau cocktail. Oui, mais ils en ont déjà bu tout leur saoul. Donc, je pense que c'est ça. Le drame, c'est qu'on a une société qui est très matérialiste,
où les gens sont devenus par la force des choses très matérialistes, mais une société où c'est Noël tous les jours. Vous avez la technologie progresse tous les jours et on n'a rien vu. On n'a rien vu. Nous sommes à l'aube de la révolution de l'ordinateur quantique. Là, nous sommes à l'âge de Cro-Magnon des ordinateurs. Bon, question de qubits en ordinateur quantique, on n'est pas encore énorme parce qu'il y a... Bon, je ne vais pas aller dans les détails techniques, mais le jour où l'ordinateur quantique sort, mais on va être dans une toute autre société. Il y aura des voitures automatiques, il y aura tout. Et là, on sera à l'âge de pierre, là. Eh bien, si ça arrive, révolution nationale. Voilà tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai une vision assez cynique de la chose. Hein. Je me fais pas d'illusions. Je dis qu'à l'heure actuelle, la société, notre société, nos sociétés, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais pour le Vilgom Pécus qui veut juste jouir de la vie, c'est génial. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Vincent. Yvan Benedetti, tout à l'heure, vous rappeliez, en faisant référence d'ailleurs à Charles Maurras, le caractère naturellement conservateur du suffrage et des élections. Est-ce que ça vous amène à en tirer un bilan? Oui, c'est ce qu'avait remarqué. C'est une loi générale édictée par Maurras et l'on voit que ça fonctionne à chaque élection. L'élection est très conservatrice. Et je rajouterai là-dessus une réflexion de José Antonio Primo de Rivera, puisqu'on parle des maîtres, qui disait « mais n'attendez rien d'un sursaut électoral, parce que s'il y avait encore l'énergie dans le peuple, une énergie de sursaut, cette vitalité, cette énergie aurait permis qu'on n'en arrive pas à la situation d'aujourd'hui qui nécessite d'avoir ce sursaut électoral, si vous voulez. Je trouve ça vraiment une démonstration évidente. Après, le système Maurras se défend très bien. L'élection est un bon taux électoral. C'est pas là. J'ai un magnifique visuel de R qui reprend la citation de Mao Tse-tung, je crois, de défaite en défaite jusqu'à la victoire, avec une référence à l'intifada. Ceux qui prétendent nous représenter dans le combat pour le rétablissement de la France et le combat de résistance, c'est plutôt de la défaite en défaite jusqu'à la défaite, de défaite en défaite jusqu'à la défaite. Et bien évidemment, on ne change pas ni une équipe qui perd, ni une tactique qui perd. Et j'ai vu dans les médias, dans Le Point, je crois, que Jordan Bardella avait chargé un tout jeune militant du RN qui a commencé chez les communistes, bon, nul n'est parfait, d'épurer la structure du Rassemblement national, et ils ont prévu de changer près de 30% des responsables fédéraux, départementaux, parce que c'était eux qui avaient été en charge de la sélection des candidats aux législatives, sélection qui a été pour eux un fiasco. Mais vous savez, quand je parle de bon taux électoral, c'est le jeu d'escroquerie où vous perdez. Il faut trouver la dame rouge et vous perdez systématiquement. C'est fait pour être plumé. L'élection, c'est ça, notamment parce qu'il y a cette élection qui est conservatrice, et puis l'électeur a peur du vide, et l'électeur fonctionne comme un troupeau. C'est une opinion publique qui est formatée et qui fonctionne par sidération. Le plus bel exemple, ça a été le « Je suis Charlie ». Je suis Charlie. On peut dire que les Jeux Olympiques, ça a été ça. C'est ce que décrit notre ami, la fête, les victoires, le patriotisme, le strass, les lumières. C'est « Je suis JO de Paris 2024 ». Et les élections, c'était ça. C'est « Je suis Front républicain ». Quoi. Il y a vraiment un unanisme, une doxa officielle qui est suivie par le troupeau de manière servile. Alors, je souscris à ce que dit à la description qui est faite de l'ami Vincent Renoir,
Mais il en était de même en 1936 avec le Front populaire, les congés payés, les congés à la plage, le Front populaire qui avait promis la paix et le pain, et d'un seul coup, tout s'est effondré. Il y a eu la guerre et les tickets de rationnement. Ce régime vit à crédit. Il vit au-dessus de ses moyens. Il n'y a qu'à voir cette dette de 3100 milliards et qui augmente de façon vertigineuse, exponentielle aujourd'hui. Donc c'est un système qui semble tout à la fois un colosse, mais tout de même au pied d'argile, avec beaucoup de faiblesses, cet effondrement, cette décomposition morale. Je parlais d'endettement. Je sens une odeur fétide de gangrène qui progresse. Je me souviens de ce qu'écrivait Rebatté dans les Combres. Je vois fondre sur tout ce peuple l'immense châtiment de cette bêtise. Et je pense que cette vie de strass, de lumière, ne peut pas durer éternellement. Alors tout de même, si on condescend, si on daigne regarder un petit peu le changement de configuration politique qui s'est passé à la suite de ces élections, est-ce qu'on ne peut pas en tirer quelques enseignements ? Par exemple, la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que peut prédire en fait, par exemple, la disparition politique de Zemmour de l'espace politique français ? Pour le dire autrement, est-ce que c'est bon pour nous ? Alors si je peux Yvan Benedetti, oui. Je pense que c'est une bonne chose, parce que la dérive de la politique de normalisation et de dédiabolisation de la Le Pen avait ouvert un espace considérable au sein du camp national, cet espace que Zemmour a eu au fait d'occuper. Alors, est-ce que c'était des règlements internes entre Bolloré et Macron sur son empire africain qui était convoité par la famille Colère, et que Macron n'avait pas soutenu Bolloré dans les procédures judiciaires à son encontre en Afrique? Nul ne sait. Est-ce que c'est une volonté délibérée du national-sionisme d'occuper justement cet espace et d'accaparer les résistances comme ils le font partout en Europe? Je pense que c'est aussi pour cela. Mais le zémourisme, on l'a dénoncé dès le début, que ça soit ER, que ça soit nous, que ça soit Rivarol. On a dénoncé cette candidature d'imposture. Il y avait d'un côté une candidature de reniement, je parle des dernières présidentielles, la Le Pen, et de l'autre une candidature de l'imposture où celui qui se dit pratiquant, à la double vaisselle chez lui, à la synagogue, dans le privé se dit à la synagogue se prénommer Moshe, s'est présenté comme plus français que vous et moi, quoi. L'imposture a été levée. L'imposture a été levée, d'autant plus que toute la tendance goy de reconquête a filé sur un problème de simple nature. Et comment Sarah Nafo peut-elle s'entendre avec Marion Maréchal? C'était pas possible. Il y avait la politique vis-à-vis du Front National, puisque Zemmour, avec raison, je pense, électoralement, d'attaquer son ennemi principal électoralement, qui était le reniement national, le Rassemblement national, alors que Marion Maréchal a toutes les difficultés. C'est une Le Pen, même si elle a renié le nom. Elle a été élevée par sa tante. Elle est très attachée sentimentalement à sa tante, même si elle a un problème politique. Et quand vous savez comment fonctionne la famille Le Pen, c'est une famille très, très singulière, très spéciale, où ça se déteste en interne, ça se querelle, mais ça s'unit toujours au bout du compte pour les intérêts de la famille, notamment les intérêts financiers auxquels ils sont très très attachés. Donc il y avait ça, et puis un problème aussi que Sarah Gnafo défend l'abattage rituel, hein, puisque on ne renie pas sa religion, et alors que Marion Maréchal a pour fond de commerce l'attaque l'implantation de l'islam en France, et notamment du problème de l'abattage. Donc il y a eu rupture.
Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'un juif s'est fait détrousser politiquement et financièrement quand on a vu comment elle avait bien payé ses amis et puis notamment sa structure de formation d'institut politique. C'est un peu le juif qui s'est fait pluber par la goye. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la risée de sa communauté, quoi. Même si le père biologique de Marion Maréchal est un agent du Mossad, hein, donc elle est quand même... Je vois que notre ami a fait référence. Puis alors, elle a vraiment été sur la ligne de Zemmour par rapport à l'antisioniste dans le génocide palestinien. Hein. C'est abominable. Hein. C'est vraiment des droits de cachère. Tout à fait. Mais pour répondre à cette question qui est importante, qui est une question politique, cet espace justement qui avait été comblé par Reconquête et par Zemmour, de nouveau s'ouvre. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes soumis, nous, à la répression. Parce qu'en fait, nous qui sommes une alternative au système, et c'est partout, ça fonctionne partout en Europe comme cela, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la promotion des fausses oppositions, opposition tacite, opposition contrôlée, appelez-les comme vous voulez. Hein, c'est Vox, c'est Mélanie, c'est Vox en Espagne, c'est la Le Pen, c'est Reconquête, etc. Tous nationaux-sionistes. Tous nationaux-sionistes. Et on est donc pris dans cette tenaille. D'un côté, la promotion, le silence de notre existence politique et la répression terrible à laquelle nous sommes confrontés, et la promotion des fausses oppositions. Donc aujourd'hui, au lendemain de cette élection, s'ouvre de nouveau un espace politique qu'il faut essayer, je dis bien, d'occuper. Voilà, c'est le travail que nous avons à faire dans cette année qui va nous favoriser forcément, puisque c'est si vous voulez, je note que le système s'affaiblit de jour en jour. Je peux essayer de donner cet argument à l'ami Vincent Noir, et puisqu'il n'y a plus même d'illusion institutionnelle, puisqu'il y a plus de majorité pour gouverner, plus de gouvernement, et qu'on est après un mois à l'élection toujours avec un gouvernement fantôme, quoi. D'ailleurs, on nous disait que le scrutin majoritaire à 2 tours avait cet avantage de dégager des majorités, fussent-elles relatives. On voit que ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on disait la proportionnelle, c'est l'instabilité, mais on s'aperçoit que même le scrutin majoritaire à 2 tours, qui formait effectivement, depuis le début de la Ve République, des majorités à chaque élection législative, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque vous avez une tripartition, même on peut dire 4 forces si on ajoute les républicains et les divers droites, et ce qui fait que l'Assemblée est ingouvernable, la France l'est également, et ça effectivement, ça fait quand même partie, je dirais, d'un affaiblissement objectif quand même du système et de la situation politique, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez quand même 2 France, voire 3 France qui se font face, parce que finalement, malgré toutes ces trahisons, tous ces reniements, toutes ces reputations, le Rassemblement national, c'est quand même le parti des petits blancs, si vous me permettez cette expression. On le voit, c'est très intéressant à analyser d'un point de vue géographique et sociologique. C'est-à-dire que la plupart des gens qui votent pour le Rassemblement national, ils sont pas forcément au courant des reniements, des reputations, des questions internes, ou même de l'historique du Rassemblement national. Puis bon, malheureusement, les gens n'ont pas forcément beaucoup de doctrines, ne sont pas très politisés, mais ils voient ce mouvement qui n'a jamais été de responsabilité comme un mouvement de défense des indigènes, en quelque sorte, voilà, de défense de la France historique, de ce qui en reste. En tout cas, c'est très exagéré, et même, à mon avis, en grande partie erroné, compte tenu de ce qu'est Marine Le Pen, de ce qu'est son entourage en évolution. Mais ce qui est intéressant quand même à voir, c'est que c'est vu comme ça. Et sociologiquement, on le voit très bien. Moi, je suis frappé de voir, par exemple, dans la Nièvre, où nous sommes actuellement, vous avez eu quasiment que des députés du Rassemblement national, dans Lyon voisine, que des députés du Rassemblement national. C'est-à-dire que vraiment dans la province profonde, y compris dans ce qui était les terres de mission de la droite nationale il y a encore quelques décennies ou quelques années, là, vous avez quand même une progression qui est incontestable et une nationalisation du mouvement, y compris jusqu'à la Bretagne, etc. Mais on voit très bien, de ce point de vue-là, l'évolution, comment dirais-je, la différence, l'opposition, l'antagonisme entre la France profonde, la ruralité et les grandes villes. Et les grandes villes et les périphéries des grandes villes qui sont plutôt
pour la France insoumise. C'est-à-dire que vous avez un vote essentiellement de Français naturalisés, récemment naturalisés, d'immigrés, de ce qu'on appelait les Français de papier à l'époque du FN Canal historique, et puis aussi d'un certain nombre de bobos. Mais c'est quand même surtout, on voit très bien, en Saint-Denis, c'est très frappant, et on voit très bien que c'est là qu'on voit qu'il y a une France qui est quand même profondément éclatée, divisée, atomisée. Quand on nous parle d'unité nationale, elle n'existe pas. On le voit notamment dans les votes. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, pourquoi Mélenchon est maintenant très mal vu des Juifs et du lobby juif, c'est tout simplement parce que il joue à fond la carte communautaire, non pas juive, mais la carte communautaire immigrée en quelque sorte. Hein. Il a bien compris que, bon, je pense qu'il y a aussi une certaine sincérité parce que ça correspond quand même à une tradition de la gauche de défendre la cause palestinienne. Et sur ce plan-là seulement, on ne peut que lui donner raison. Mais je pense qu'il y a aussi des intérêts électoralistes qui sont quand même évidents. Mais je dois dire que moi je l'ai dit, on me l'a reproché, mais je le maintiens, sur la question palestinienne, Mélenchon, on pourrait signer quasiment tous ses textes. Hein. Quand il en parle, franchement, c'est remarquable, hein. C'est courageux, alors ça n'empêche pas qu'après l'homme soit éminemment critiquable, qu'il nous persécuterait s'il était de responsabilité, qu'il est LGBTiste, immigrationniste, franc-maçon d'origine. C'est ce qui me laisse d'ailleurs à penser quand même qu'il y a quand même de l'électoralisme chez lui, même s'il a pu évoluer dans sa pensée, mais je pense qu'il y a quand même, parce que c'était un bouffeur de curé, mais il n'y a pas de sympathie non plus pour l'islam, hein, a priori, pour les religions traditionnelles en général, hein, et donc quelle qu'elle soit, et donc je pense qu'il y a une part d'électoralisme, puisque même j'ai vu que il a même été, ce que je vais pas lui reprocher, mais ce qu'il n'aurait jamais fait il y a quelques années, à critiquer la scène blasphématoire pour les Jeux Olympiques à Paris. Enfin, je veux dire, Mélenchon, le bouffeur du curé, c'était inimaginable. Bon, mais je pense que c'est parce que maintenant il joue plus la carte finalement, bien qu'il soit laïcard d'origine, du respect des différentes religions, des différentes spiritualités, etc., compte tenu du vote en faveur de la France insoumise, de la sociologie électorale qui est la sienne. Bon, là où la Le Pen et Jordan Bardella rien dit, se taise. Qui ne dit mot consent. Et je dirais que même en politique étrangère, comme l'avait très bien dit Soral, je trouve que Mélenchon, souvent, il a des positions qui sont quand même moins mauvaise que le reste de la classe politique, y compris l'URL, sur la Russie, l'Ukraine, les grandes très nuancées, sur évidemment sur Chavez, évidemment sur la Palestine où il est excellent. Donc c'est pourquoi les choses sont pas si simples. Ça implique une analyse fine. Mais il est évident qu'il y a d'un côté la France des petits blancs en quelque sorte, et je dis ça évidemment absolument pas de manière péjorative, bien au contraire, qui lorsqu'elle ne s'abstient pas, vote massivement pour le Rassemblement national, et même à Béziers, Ménard, il a perdu parce que il a voulu jouer trop fin, il a pris des positions à un moment donné plutôt macronistes. Pour le lecteur, faut être simple. Et donc sa femme Emmanuelle Ménard, elle a été battue. Moi j'étais impressionné, la claque qu'elle a prise, hein, tant au premier que deuxième tour. Et il disait, Ménard, mais les gens demandaient où était le bulletin Bardella, même quand c'était pas Bardella qui était candidat, puisqu'il était candidat tête de liste aux européennes, mais pas directement aux législatives. Mais les gens voulaient voter Bardella, quoi, à Béziers. Bon voilà. Et je vois très bien la sociologie électorale de Béziers. Je connais bien cette région. Ça m'étonne pas du tout, quoi. Bon, donc vous avez vraiment deux France, quoi. Vous avez trois France, parce que donc je disais la France Mélenchon, France essentiellement immigrée et un peu bobo, mais surtout immigrée, parce que je pense qu'il a perdu beaucoup de bobos depuis ses positions quand même radicalement antisionistes, à juste titre, radicalement antisionistes. Bon, et puis donc la France, donc qui vote RN, la France des petits blancs, des campagnes, de la ruralité et encore de petites villes. Et puis vous avez la France macronienne, c'est-à-dire la France, si vous voulez, d'un certain nombre de retraités, mais qui ont encore quelques moyens, et surtout des bobos et des gens qui ont une certaine réussite professionnelle, sociale, qui sont rentrés dans les beaux quartiers, qui ont plus à gagner au moins à court terme de la mondialisation qu'à y perdre. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont. Et surtout qu'ils se voient plus beaux qu'ils le sont. Voilà, parce que souvent ils se voient plus beaux. Parce que moi j'étais frappé de gens qui ont voté Macron, c'était pas forcément des milliardaires ou des gens si riches que ça. Ils sont pas si gagnants que ça, mais ils s'imaginent l'être où ils savent qu'ils le sont un peu plus que leurs voisins immédiats, où ils croient l'être, et donc ça leur suffit. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en politique comme dans la vie, bien souvent les apparences comptent plus hélas que la réalité. L'idée qu'on se fait des choses est parfois plus importante hélas que la réalité telle qu'elle est, ça c'est évident. Mais il y a une loi générale, c'est que la province et la campagne est nationaliste et la ville est cosmopolite dans les modes de fonctionnement et de respect des lois naturelles. Au moins depuis le Mais 19e siècle. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que le mouvement qui a gagné, c'est-à-dire LFI, même s'il y a ce tour de passe-passe du Front républicain, le mouvement qui a gagné est
qualifié par la doxa dominante d'antisémite. Donc c'est pas disqualifiant, contrairement à ce que pourrait nous dire la Le Pen dans sa politique de dédiabolisation. Non, je dois dire que là-dessus, même les députés de LFI, ils résistent dans l'ensemble assez courageusement d'ailleurs à cette accusation. Je dois dire que sur ce plan-là, c'est triste à dire, mais on voit que c'est quand même de vraie politique, même si 90% du programme et des idées nous opposent à eux. Mais il est certain que je les trouve plus respectables dans leur comportement, même quand ils défendent leurs militants, etc., que les reniements du Rassemblement national. Après, je nuancerai un petit peu parce que ils font élire en leur sein Raphaël Arnaud, qui est un antifa de toute cette bande-là, qui a pu m'agresser dans l'acte 3 des Gilets jaunes et m'éteindre la lumière. Ce que je pense qu'il faudrait que on aille un peu plus loin dans le raisonnement, parce que ça, c'est le bloc de gauche, d'extrême gauche, qui est sur ses positions, qui est altermondialiste, qui est la deuxième phase de la même pièce mondialiste, là où il y a le bloc. C'est ça l'imposture. Le bloc mondialiste, macroniste, LGBT, woke, qui aspire les richesses de la classe moyenne à travers des trusts mondiaux. Le problème, c'est le bloc national qui est pas à sa place. Et je pense que la réponse que nous devons apporter, et là je rejoins Alain Soral qui a parlé de convergence de lutte, d'union, de résistance, et lui a appelé ça le CNR. Moi, j'appelle pas ça le CNR, j'appelle ça le Front d'unité nationaliste. Je pense que nous avons à travailler à cette convergence de lutte et à cette unité militante, dans le respect des différentes structures, parce que c'est une richesse, c'est un complément que nous avons les uns les autres. Un seul mouvement faciliterait la répression, n'aurait pas de sens et serait moins efficace, mais nous avons à travailler sur ce que sera appelé le CNR, ce que nous appelons ce front d'unité nationaliste. On a essayé une ébauche à travers la liste Forteresse Europe au moment des européennes. Je pense que on avait besoin de prendre un peu d'oxygène qu'on avait perdu dans le militantisme, de desserrer l'étreinte, la camisole de force de la répression en allant sur ce terrain qui est le terrain du système. La deuxième chose, c'était de rappeler quel est le programme sans concession qui est le nôtre, défense de la vie, défense de la famille, de la souveraineté, de l'identité, etc., etc. Je ne vais pas développer ça ici. Et puis, c'était ce que nous avons, le travail que nous avons fait avec la liste Forteresse Europe, qui était dirigée par l'avocat Pierre-Marie Bonneau, qui est une figure du milieu qui unit les militants, parce qu'il est toujours au service de ceux qui sont en proie à la répression. Il a été l'avocat de Rissen, l'avocat du professeur Forisson. Il a contribué à aider Vincent Renoir, et puis même le Sangrade, tout celui qui aux quatre coins de France a des problèmes avec la répression, il est prêt à courir pour essayer d'atténuer sa peine. Donc c'était cette volonté d'unir les énergies et les volontés. Et j'avais contacté Alain Soral pour nous aider dans la constitution de la liste, et j'ai eu un accueil favorable. Il y avait des militants et des responsables d'égalité et réconciliation sur la liste Forteresse Europe. Je pense que c'est modeste, mais c'est ce travail qu'il faut continuer, d'élargir cette convergence des luttes, cette unité militante de résistants, et d'autant plus qu'aujourd'hui on a un marqueur fort. C'est est-ce que vous soutenez le génocide à Ghana, ou est-ce que vous le dénoncez? Est-ce que vous acceptez l'influence étrangère que constitue le sionisme en France, où toute la classe politique, médiatique, l'État profond français est sous influence, sous les ordres, sous les dictats de ces fous furieux qui règnent à Jérusalem, hein, ou pas? Donc ça nous aide, puisque tous ceux qui refusent de passer sous les fourches codines du national-sionisme doivent s'unir dans une convergence de lutte. Je le répète, et pas dans un
un mouvement unique. Hein. Ce festival est une première étape, une première pierre à cela. Mais je rappelle vraiment, c'est vraiment une phrase qu'il faut vraiment retenir. Au nom d'un génocide qu'on n'a pas le droit de contester, ils commettent un génocide qu'on n'a pas le droit de dénoncer. Hein, ça, je crois vraiment que voilà. Et ce qu'ils font à Gaza, quand ils bombardent, quand ils massacrent des femmes, des enfants, qu'ils les déportent, qu'ils les tuent, qu'ils les massacrent, ils luttent contre l'antisémitisme. C'est ça, la lutte contre l'antisémitisme. Hein, le stade suprême et ultime de la lutte contre l'antisémitisme, c'est la perpétration d'un génocide. Voilà. Faut le dire, ça. Alors, messieurs, j'ai une dernière question. Il nous reste un petit quart d'heure. Plutôt que de vous demander quel est votre modèle politique, parce qu'on le sait pour certains d'entre vous, en tout cas, la chose est assez évidente, parce que la question du modèle politique, parfois, c'est un exercice un petit peu enfantin, jusqu'à un certain point un peu stérile, puisqu'on doit agir sur le réel quand même, et ça suppose s'appuyer sur des choses qui existent. Il y a des médiations qui peuvent nous emmener vers quelque chose qui est souhaitable. Alors, qu'est-ce que peuvent être pour vous les premières étapes d'action politique? Et là, j'ai envie d'interroger Vincent Renoir. Moi, j'ai pas tellement d'idées sur les premières étapes. C'est-à-dire que, à mon niveau, je dénonce certains mensonges que j'estime être paralysants, des mensonges issus de la Seconde Guerre mondiale notamment, mais d'autres choses aussi. Je n'ai pas travaillé que sur cela. Mais après, pour moi, j'ai essayé de faire sauter des verrous qui, comme disait Jérôme tout à l'heure, qui, dans l'esprit reptilien des gens, font que l'antifascisme fonctionne encore. C'est mon unique travail, politiquement parlant. C'est un travail considérable, hein, c'est essentiel. Justement, mais essentiel. Parce que ce travail, en fait, moi, en gros, je dirais, je fais un travail de sape, je crée une brèche dans le mur pour que le mur s'effondre. Mais ce seront d'autres personnes qui envahiront la place. Moi, je serai plus là, ou je serai peut-être d'ailleurs écrasé par le mur. Donc, moi, j'ai pas une grande réponse à donner là-dessus. Ma mission, bien sûr que je représente un système politique. J'ai toujours dit que je suis national-socialiste. Mais d'abord, déjà, vous savez, il y a autant pratiquement de national-socialistes qu'il y a de nationaux-socialistes. Hein. Je veux dire, quand je vois les différences qu'il y a dans ces milieux-là, c'est très complexe. Je vous rappelle que un petit rappel historique, quand en 1945, ils ont interrogé von Ribbentrop, qui était le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler, l'interrogateur lui a dit « C'est quoi la conception du monde national-socialiste ?» Et Ribbentrop a répondu « Je sais pas ». Et l'interrogateur lui a dit « Écoutez, ça fait le 10e haut responsable que j'interroge et j'ai toujours la même réponse. Personne ne sait. » Et Ribbentrop a répondu, vous savez, dans le Parti national-socialiste allemand, il y avait des gens qui acceptaient que les femmes soient totalement à l'égal des hommes et des gens qui refusaient même qu'elles portent du vernis à ongles. Il a pris cet exemple-là, donc je reprends cet exemple. Hein. C'était pour noter la grande différence. Donc, moi, quand je m'affiche NS, c'est mon NS à moi, je veux dire... Bref, j'estime que politiquement parlant, moi, je n'ai pas d'influence. Je suis un militant qui lutte contre des mensonges. Donc, encore une fois, des mensonges incapacitants. Mais question politique, je laisse à mon ami Yvan Benedetti, à Jérôme Bourbon pour ses analyses d'Henri Varol. Je laisse les gens comme ça. Moi, j'ai rien à dire. Oui, c'est tout à fait exact, parce que Vincent est trop modeste, parce qu'il publie régulièrement des articles d'Henri Varol, et même ailleurs, et où il y a quand même des analyses politiques qui sont fines, sur les élections, sur la sociologie, sur la psychologie des foules. Je me suis beaucoup intéressé à la sociologie. Sur plein de choses qui sont tout à fait intéressantes, et c'est tout à fait un militant de première ligne depuis plus de 30 ans, à sa manière, qui est tout à fait... estimable et même, je dirais, essentiel, parce qu'il est évident que la clé de voûte du système mondial, c'est quand même la religion choatique, qu'on le veuille ou non. Alors, ça n'est pas le seul problème, bien sûr, tout ne se résume pas à ça, tout ne se ramène pas à ça, tout ne se réduit pas à ça, mais c'est quand même une question fondamentale. Et malheureusement, peu de gens osent l'aborder. Il est vrai qu'on a la foudre qui nous tombe dessus quand on l'aborde. Parce que le système sait bien où est son point faible. Mais on voit très bien ce qui se passe en Palestine, à quel point c'est un élément essentiel, puisque finalement, c'est ce qui permet
de perpétrer un génocide en toute impunité. Par conséquent, ça n'est pas quand même mineur. Et même en France, c'est une façon de détruire les valeurs et institutions traditionnelles, parce que si on défend la famille traditionnelle et la morale naturelle, on vous dit oui, mais ça c'est Pétain, et Pétain était complice d'un génocide. Si vous êtes contre l'immigration massive et que vous souhaitez même une inversion, un arrêt, puis une inversion des flux migratoires, on vous dit mais ça vous voulez déporter les immigrés comme naguère les juifs, ça c'est fasciste, on sait où ça menait. Si vous voulez défendre la tradition ancienne, comment dirais-je, les traditions, les terroirs, les racines, on dit ça c'est nationaliste, on sait où ça a mené. Certains régimes entre deux guerres l'ont appliqué, on sait où ça a mené. Par conséquent, toute solution de redressement national, de sursaut national, de renaissance nationale, de lutte contre la décadence morale, la dégénérescence de notre société est rendue vaine par comment dirais-je, ces concepts qui sont dans le cerveau des gens finalement. Ce qu'avait prévu Maurice Bardèche. Oui, tout à fait, il l'a très bien vu, et qui sont incapacitants quoi. Et Bardèche l'avait montré de manière lumineuse dès 1948. Dès 1948 dans Nuremberg ou la Terre promise. Et il n'y a pas une virgule à changer dans son analyse, qui je dirais même est plus vraie que jamais. Plus on avance dans le temps, plus elle est vraie. Et malheureusement, on n'en sort pas. C'est ça qui est dramatique. Et donc, il y a pas 36 solutions. Enfin, soit on rampe. Ça, c'est le choix de la plupart des mouvements populistes, Marine Le Pen, tout ça. Soit on rampe, mais il y a quand même l'échec au bout et le déshonneur. Soit on est debout, mais c'est sûr qu'on en prend plein la figure. Eh bien, nous, on a fait le choix de cette solution-là. Je sais pas où elle nous amènera, mais au moins, il me semble que on pourrait dire qu'on n'aura pas été dans le déshonneur. Voilà. Et dans le mensonge. Je crois que Vincent, j'en suis sûr, hein, Vincent Renoir est beaucoup trop modeste. Beaucoup trop modeste, je dis pas ça parce qu'il est là, et c'est un hommage que je rends en permanence, parce que c'est lui qui a amené le terrain, le révisionnisme sur le terrain politique, quand il dit qu'il essaye de faire une brèche dans le mur, dans la muraille. C'est plus que ça. C'est que tu t'attaques à la clé de voûte du système. Parce que si cette clé tombe, l'ensemble de l'édifice tombe. C'est ce que explique très bien aussi notre ami Bourbon. Donc, non, c'est un travail très, très important. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il en paye les conséquences, hein, avec nombreuses années de prison, clandestinité, exil. C'est pour des livres. Pour des vidéos, des textes, il faut replacer les choses dans leur contexte. Donc non, c'est vraiment un travail important. Au-delà de ça, et de rentrer dans des considérations politiques plus techniques sur la doxa révolutionnaire, les principes révolutionnaires, la praxis révolutionnaire, je pense que ce qui est important, c'est toujours de défendre des principes. Les principes priment sur les princes. Toujours défendre des principes, c'est très important. C'est pour ça que nous, dans l'école nationaliste, nous n'avons aucune conclusion quant à la forme des institutions. République, monarchie, régime fort de chef de famille, patriarcal. Ce qui est important, ce sont des principes et du bon sens. Et au-delà de tout ça, Pierre Sidos insistait beaucoup sur la bataille du vocabulaire. Parce que notre philosophie de vie, notre forme politique et de pensée, et notre conception de la vie, le nationalisme, c'est un état d'esprit vis-à-vis de la vie, notamment une vision héroïque de la vie, eh bien, elle s'exprime bien évidemment par l'art, par le visuel, mais beaucoup, et en premier par le langage et le vocabulaire. Et je pense qu'on ne prête pas assez d'importance à ce combat du langage, à ce combat du vocabulaire que mènent de manière systématique nos ennemis, que ce soit le mariage pour tous, la lutte contre le terrorisme. Eux sont très précis sur le langage et nous imposent leur vocabulaire, serait-ce que par exemple quelque chose de basique, comme le week-end, la fin de semaine, qui est une vision anglo-saxonne de la société, alors que pour nous, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, bien évidemment, c'est le jour du Seigneur. Donc, c'est très, très important de mener ce combat des principes et ce combat du langage et du vocabulaire. Yvan, j'ai envie de reformuler ma question de tout à l'heure à
l'intention de Jérôme Bourbon. Que faire pour que la peur change de camp, en tenant compte des persécutions judiciaires dont vous faites l'objet? Bien, d'abord, ne rien céder sur le fond. Ça, je crois que c'est très important parce que l'expérience prouve que ce n'est pas en faisant des concessions qu'on arrive aux responsabilités. Et si on arrive aux responsabilités pour faire la même politique que l'adversaire, que l'ennemi, ça n'a aucun intérêt. C'est même une trahison. Trahison des militants, trahison des espoirs, finalement. Et malheureusement, c'est très souvent ce qui se passe. Et c'est très démoralisant. Donc je crois qu'il faut vraiment garder les principes, ne faire aucune concession sur le fond. Et je crois que c'est quand même déjà très important parce que je crois que le système a quand même peur des hommes de principe, des hommes qui ne reculent pas. Regardez Vincent, malgré ces 2 ans de prison, malgré toute la persécution subie, il continue à faire des vidéos sur les mêmes sujets, à écrire sur les mêmes sujets. Donc ils sont obligés toujours d'aller plus loin dans la répression, mais quelque part, à un moment donné, même pour eux, ça devient difficile. Et le problème, c'est que si on était plus nombreux à le faire, ça leur serait beaucoup plus difficile parce que quand vous avez 2 ou 3 hommes qui sont en première ligne, c'est relativement facile de les éliminer, de les persécuter. Si on était beaucoup plus nombreux, ce serait beaucoup plus difficile. Donc c'est ça aussi. Est-ce qu'on n'a pas vu ces derniers jours un gouvernement en Europe, celui du Royaume-Uni, prendre peur face aux émeutes? C'est possible. Qu'en pensez-vous? Quelle analyse? C'est possible. En tous les cas, c'est encore un peu tôt pour analyser tout cela parce que il semble que le mouvement soit en train de se calmer quand même. Donc il faut voir si c'est une réaction sporadique ou si c'est quelque chose qui est plus durable. Mais de toute façon, lorsqu'il y a une réaction des autochtones face à une submersion migratoire, face à des crimes affreux commis par un certain nombre d'immigrés, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et même enfants d'immigrés. Là, et même enfants d'immigrés, absolument. C'est quelque chose qui en soi est positif parce que ça prouve qu'il y a encore des défenses immunitaires. Parce qu'il faut bien comprendre que des associations comme le racisme, la LICRA, etc., elles sont faites pour détruire les défenses immunitaires des gens. Et malheureusement, ça fonctionne. Ça fonctionne qu'en partie, mais ça fonctionne quand même. Ça fait 40 ans qu'on est biberonné et que nos enfants, dès la crèche, le jardin d'enfants, dès l'école et avec tous les médias, au cinéma, sont biberonnés à l'antiracisme unilatéral et obligatoire. C'est la camisole chimique. Absolument. C'est abominable. Alors que c'est tout à fait légitime de vouloir rester ce que l'on est, de vouloir rester fidèle à nos racines, à nos ancêtres, à nos aïeux, et de vouloir rester, garder la nation pour l'essentiel inchangée. Bon, et ne pas être envahi avec tous les problèmes considérables que cela pose. C'est une question même de bon sens. Eh bien, ce bon sens est criminalisé. Donc, s'il y a des réactions populaires, tant mieux. Mais il faut qu'elles se coordonnent, il faut qu'elles s'inscrivent dans la durée. C'est ça qui est compliqué parce que malheureusement, le système a beaucoup moins de répression. On l'a vu avec les Gilets jaunes, où il y a eu d'une part la répression et où d'autre part, ils ont joué aussi la division des troupes, le fait qu'il n'y avait pas de chef, etc. Donc ils sont très forts pour ça. Et la dilution aussi dans le temps, Macron qui a fait énormément de discours auprès des maires, des élus locaux, etc. pour essayer finalement de diluer, de dissoudre la colère populaire. Bon, et ça a plutôt fonctionné, au moins à court et moyen terme. Par conséquent, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais moi, je crois que ce qui est très important, c'est d'être fidèle à ses principes, dire la vérité en toutes circonstances, refuser le mensonge, refuser les compromissions, et puis garder quand même au cœur une forme quand même de joie et de bonne humeur malgré les difficultés, parce que si on est triste, eh bien on devient qu'un saint triste, un triste saint. Mais il est vrai que je crois que c'est quand même dans la joie et la bonne humeur, tant en famille qu'en société, ou dans un groupe humain d'ailleurs, qu'on peut en quelque manière faire avancer les choses positivement. Merci Jérôme. Un mot de la fin, Yvan Benedetti, Vincent Renoir, puisque nous avons les contraintes de l'occupation des lieux du festival et donc il nous reste 2 minutes. Alors, simplement pour rebondir sur le problème qui a été abordé d'une certaine révolte des petits blancs en Angleterre, mais dans pas le Royaume britannique, mais je pense que c'est à rapprocher de Crépol. Ce qui s'est passé là-bas en grand, c'est ce qui s'est passé dans une micro-région comme Crépol, avec la racaille d'en bas qui s'attaque à nos enfants, une réaction saine, une réaction qui est brisée par les soldats, la police des racailles d'en haut, et le travail est fini par les racailles d'en bas. Donc j'ai peur que c'est ce qui nous attend dans le combat. On a déjà connu ça en Algérie, où je parlais de Jeunes Nations qui a mené le combat pour le maintien de la Grande France en Algérie. Ceux qui ont mené ce combat se sont retrouvés à mener un combat sur le double front, le front de la lutte contre le FLN et le front de la lutte contre les barbouzes gaullistes et les soldats du système. Donc c'est ce qu'on nous prépare pour demain. Il faut réfléchir à cela. Après, pour conclure, je dirais qu'il n'y a rien de plus beau que le combat.
le combat au service de notre idéal qui nous dépasse. C'est vraiment quelque chose qui nourrit notre espérance. Moi, je plains ceux qui, justement, ne se battent pas, ceux qui courbent les chines, ceux qui passent sur les fourches codines du système. Combien malheureux ils doivent être. Que c'est beau de mener ce combat. C'est sûr, quand on combat, on a des blessures, on a des balafres, on a des cicatrices, mais croyez-moi, ça nous transcende. On vit une amitié avec des camarades solides, on serre les rangs et on nourrit cette espérance qui nous fait regarder vers le ciel. C'est comme boire à une source d'eau fraîche de nos montagnes, notamment les montagnes corses. Il faut continuer à mener ce combat. C'est un vecteur d'espérance, ça nourrit notre espérance. Merci Yvan Benedetti. Un mot de conclusion, Vincent Renoir? Ben non, pas plus. Je dirais juste que la vérité est une maîtresse très belle qu'il faut toujours servir. Voilà, c'est un peu bête. Chers auditeurs, chers spectateurs, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Nous vous rappelons que si vous voulez soutenir Alain Soral, son combat, son mouvement, participer au financement associatif d'égalité et réconciliation, je vous remercie et vous dis à bientôt. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. la vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?